Édouard Bergeon. Bergeon. Édouard Bergeon, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis ravi. Moi aussi. Édouard. On s'est vu il y a quelques années, maintenant c'était en 2023. 2 ans. 2 ans, à l'occasion de la sortie de ton deuxième film. La promesse verte. La promesse verte, exactement. Ici, tu es là pour la sortie de ton prochain film, un documentaire qui s'appelle Rural. Ça va? Alors, on bloque tout, Oui. Ce documentaire est un portrait, le portrait d'un homme charismatique, d'un agriculteur charismatique, Jérôme Bail. T'es prêt? Je suis prêt. J'aimerais savoir comment tu as rencontré cette personne, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de dresser son portrait à travers ce film, et pourquoi? Dans mon premier film, Au nom de la terre, je racontais l'histoire de ma famille, de mon père, qui était agriculteur et qui a mis fin à ses jours. Et je racontais la ferme dans laquelle j'ai grandi. Et Jérôme Bail, l'agriculteur qui est au départ des colères agricoles il y a 2 ans en France, qui a bloqué la France en fait, quand il y a eu des énormes manifestations, il se trouve que quand je le vois émerger, je sais que tout de suite qu'on se ressemble, on a le même âge et on a une histoire personnelle similaire. Son père lui-même a mis fin à ses jours, donc Jérôme c'est une sorte de miroir de moi-même. C'est un ancien capitaine de rugby qui a eu des accidents de la vie à la ferme, qui a failli mourir plusieurs fois. Donc je me dis, je peux raconter la France agricole du sud-ouest de la France, celle qui se bat, qui est en colère, au travers le destin de ce garçon. Un agriculteur est devenu le visage de la contestation. Je réponds parce que je crois que ça sonne souvent. Jérôme Bail. C'est un agriculteur que les journalistes ont beaucoup aimé. C'est quoi la question? Les revendications. Et sa maman Lulu, qui a 75 ans, c'est un personnage. Pourquoi tu me fais parler? Oh, j'écoute moi. Est-ce que vous prenez le temps de vous apprivoiser avant de démarrer? Je vais le voir sans caméra, déjà. Faut qu'on se renifle, Bien sûr. Faut qu'on se sente tous les deux, et puis... Il a vu ton film, il connaît ton Il n'avait pas travail. vu mon film, il en avait peur. C'est un gros costaud, mais très sensible. Il le verra, le film, l'été dernier, au moment des 10 ans du décès de son père. Donc je vais le voir, je vais le rencontrer sans caméra. Je rencontre sa maman, Lucienne, qui est un sacré personnage, Lulu, dans le film. Et je lui raconte ce que je veux faire. Je veux te filmer pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je ne te questionne pas. Comme un striptease, Comme en fait. striptease. Oui, c'est ça. Je veux pas qu'il y ait de rapport avec la caméra, je veux pas qu'il y ait de regard caméra. Bon, Lulu, on en parle, elle, je lui dis la même chose, mais elle me parle. Elle transgresse cette règle-là et elle me parle, comme si j'étais son fils. Il partait où, Jérôme, alors? Si le monde rural n'existe plus, s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Et c'est l'histoire de la France qui s'en va. Il me tenait la main, j'ai broyé la main. Je garantis qu'il couinait. Bien, bravo. Il veut être libre, c'est normal. Au moins, tu peux t'exprimer quand tu es libre. Moi, ce que je veux, c'est construire. Et pour construire, il faut parler. J'aimerais qu'on évoque la production de ce film. J'ai l'impression que ce film a été difficile à monter. Il est vrai qu'au moment de mettre ce film sur le marché, aller chercher des partenaires, à part Disney+, qui m'avait accompagné sur La Promesse Verte, et puis la région Occitanie, parce qu'on est là-bas, on trouvera personne qui nous accompagne, parce que peut-être ils sont passés à côté, ou peut-être que mon film ne leur parlait pas, ou que Jérôme Bail faisait peur. Ça se faisait peur. Parce que Jérôme Bail, ses copains s'appellent les Ultras de la 64. La 64, c'est l'autoroute entre Toulouse et Bayonne qu'ils ont bloquée. Eux, ils s'appellent les Ultras, c'est le surnom qu'on leur a donné, parce que c'est tous des mecs qui ont porté un jour un maillot de rugby. Et chez eux, les Ultras, c'est le groupe, le collectif. Et aujourd'hui, on voit bien que dans les médias, les ultras, c'est l'ultra-gauche, l'ultra-droite, c'est quelque chose d'extrême. Ouais. Et sûrement que certains partenaires ont eu peur de lui, alors que c'est un réconciliateur qui parle à ses opposants. Une des forces du film, justement, c'est justement de faire société, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans le film. Donc, peu de moyens, ce qui a fait que j'ai dû tourner quasiment tout le temps tout seul. Est-ce que ce serait possible de vous avoir en direct à 7h? Moi, c'est pas 7h, c'est plus tard. Ouais. Ça serait 9h avec Jean-Jacques Bourdin. Vous me le dites si j'oublie direct un truc. Je sais pas que tu m'avais dit. Ouais, vous venez me chercher parce que. L'inconvénient d'être tout seul, c'est qu'on est tout seul. C'est que je réservais les billets de train, d'avion, de la voiture de loc, tout. Je faisais ma prod. Après La Promesse Verte, ça a dû être. On était... Ça a dû être sur l'école de la modestie. La Là. Promesse Verte, on est 120 tous les matins à la feuille de service. Là, je suis 1. L'avantage quand t'es tout seul, c'est que t'es tout seul. C'est que j'ai pu être très proche de Jérôme, de sa maman, de leur intimité, et des rapports qui se nouent devant la caméra. Ça triche pas, quoi. On n'est pas des agro-industriels, mais on est tout simplement des agriculteurs qui ont envie de continuer de vivre dans notre métier, qui ont envie de continuer à façonner le territoire. Et surtout, on est des agriculteurs qui ont tout simplement envie de continuer à vous nourrir avec
des matières saines qui respectent l'environnement. Je veux parler des enfants, parce que les enfants, en fait, sont des enfants de la ville qui vont découvrir, en fait, le monde rural, la vie à la ferme. Les enfants viennent de la ville, ouais. Jérôme leur propose s'ils veulent, ils viennent à la ferme, découvrir le métier. Et devant la caméra, on voit les premiers pas de Maëlys qui a 8 ans et de Evan qui a 12 ans dans les pas de Jérôme. Et Jérôme, il ouvre grand ses bras pour des enfants qui ne sont pas les siens. Il y a toute la beauté de la transmission qui est en train de naître. Et à un moment donné, la petite lui dit « Jérôme, t'es notre papa de cœur, quoi. Je m'appelle Maëlys Bail. » Là où l'histoire singulière d'un agriculteur qui est Jérôme Bail se déroule devant la caméra, elle devient universelle avec ces liens que sont la famille, en fait. Combien de temps que t'as pas trop regardé la télé et touché la PlayStation? Presque 6 mois. Alors qu'avant, tu jouais? Bah tout le temps. J'imagine que pour toi comme pour lui, cette résonance-là, ce rapport à la transmission, à la filiation, c'est quelque chose qui a dû être assez bouleversant pour toi de traverser tout ça, non? Ouais, ça m'a coûté beaucoup, en fait. Mais parce que dans mes films, vu l'histoire que j'ai eue avec mon père qui s'est suicidé dans mes bras quand j'avais 16 ans, et que j'ai pas repris l'exploitation alors que Jérôme l'a reprise. Il devait pas reprendre la ferme, il l'a reprise. Moi, je devais la reprendre, je l'ai pas repris. Mais j'ai pris ma caméra. Ouais, c'est une espèce de double miroir, quoi. Ouais, et on fait du sport tous les deux, et on est un peu leaders tous les deux. Et en même temps, je me suis effacé pour filmer cette histoire. Et après, avec mon monteur, Ludovic Gaillard, on s'est évertué à mettre du cinéma dans tout ce récit. Parce que j'ai 250 heures d'images à peu près. Après, il fallait en faire quelque chose. Voilà, en fait, on a voulu vraiment essayer, avec les ingrédients qu'on avait, d'être comme à l'écriture d'un scénario, en faire un film de cinéma. Et avec une petite caméra, en étant tout seul à la feuille de service le matin, tu peux faire un film qui passe au cinéma, comme le dernier que j'avais fait où on était 120 le matin. Vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire qu'on ne vous lâchera pas. Je ne vous lâcherai pas non plus. On a prouvé qu'ensemble, on avait réussi à faire des choses. Ah mais tu te mets là, toi? Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est un effet de montage. Ah d'accord. Et on compte sur vous. Je souhaite le meilleur au film et à la prochaine fois. Merci, puis j'espère venir la prochaine fois à nouveau, ici, à Bruxelles. Porte-toi bien. Merci, toi aussi. Le temps passe cette semaine dans les salles. Que ce soit 8 ans ou 40 ans, les questions brûlantes, elles, inspirent toujours autant nos réalisateurs. It's very important you fully prepare yourself for what you're about to see. Hey, Butterfly. It's Mom and Dad. Yeah, we are here. What was our daughter doing in a 3,000-year-old sarcophagus? 8 ans après avoir mystérieusement disparu dans le désert égyptien, la jeune Cathy se réveille. Mais les réjouissances sont de courte durée, car la belle endormie présente très vite d'étranges comportements. L'auteur d'Evil Dead Rise nous emmène au-delà de l'entendement. Frédéric, on est correct avec les Martins. On est gentil avec les bouviers sauvages. Même avec Gérard. Mais même avec Gerhardt, ça. C'est le laboratoire. Je vous appelle parce qu'il y a une personne qui a plus de 60% d'ADN en commun avec vous. C'est votre cousin. Je pensais que c'était amusant qu'on aille tous les deux voir qui est ce cousin. Les tests ADN, la dernière fois, ça vous a pas vraiment réussi. Les bouviers sauvages sont quand même une grande famille française depuis très 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 longtemps. Pour être précis, votre cousin n'est pas totalement français. Ah bon? Votre cousin est turc. Quoi? Ça recommence. Nouveaux ancêtres et nouveaux problèmes. Alors que Didier Bourdon et Christian Clavier pensaient avoir résolu leur conflit génétique, voilà qu'un cousin turc inconnu débarque en plein mariage. Bienvenue dans une épopée génétique qui n'a pas fini de surprendre. Bonsoir. Salut maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Ça s'appelle comment? T'es à moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. 1985. Vincent, 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de classe moyenne. Comme tous les ados de son âge, il rêve de changer le monde. Entre illusion et réalité, les réalisateurs d'Intouchables signent une chronique en flashback soutenue par les talents de Louis Garrel, Camille Cotin et Pierre Lotin. Talk to me. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people who were in common folk
woke. Give him a taste of the American dream and then spit him right out. I hate you, Tony. And I'm not gonna be intimidated nor humiliated by anyone. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. Récompensé par une palme d'or pour Elephant en 2003, Gus Van Sant relance un thème qui lui est cher, celui de la culpabilité. Tiré de l'histoire vraie d'un Américain ruiné par un emprunt, le film nous confronte à un dilemme interpellant. Tony Kérissis était-il un meurtrier ou une victime du système ? À la semaine prochaine!